À tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Le système est mort, vive le système. Cette clameur pourrait accompagner les 21 coups de canon qui sont peut-être tirés en ce moment même pour saluer l'entrée en fonction du nouveau président de la République. Précisons qu'on ne désigne pas par système un complot de forces mauvaises, mais l'ensemble des puissances qui tout à fait ouvertement dirigent les affaires publiques ou influencent d'une manière ou d'une autre les choix et les évolutions de la société. Chouchou du CAC 40 et de la haute administration, des médias et des people, sans oublier la fine fleur de l'intelligentsia à l'exception de quelques réfractaires à la bienveillance, suivez mon regard, festoyé par la chancelière allemande et le président de la Commission européenne, Emmanuel Macron est incontestablement un fleuron de ce système qui nous gouverne. Mais il en est aussi le cauchemar en dynamitant le clivage droite-gauche qui, quoique épuisé en termes de sens structuré depuis des lustres la bataille politique et aussi culturelle, il a sinon tué, du moins sérieusement affaibli les partis que l'on disait hier de gouvernement et ceux qui les représentent. Le conservatisme de droite ou de gauche pourrait être le grand perdant de l'affrontement entre populistes et progressistes, et je vous demanderai, Alain Finkielkraut, ce que vous inspire la recomposition politique initiée par Emmanuel Macron et les relents de décomposition qui l'accompagnent ou la précèdent. Mais pour commencer cette émission, nous reviendrons longuement peut-être sur la polémique suscitée par la visite d'Emmanuel Macron au mémorial de la Shoah il y a exactement 2 semaines, et plus encore par votre critique de cette visite. Simplement, alors que la journée est en train d'être traitée un peu sur le mode du couronnement royal, je voulais juste savoir, Alain Finkielkraut, au début de cette émission, dans quel état d'esprit vous êtes. J'ai entendu une journaliste ce matin enthousiaste qui disait la jeunesse entre à l'Élysée. Alors, est-ce que ce coup de jeune vous satisfait, vous réjouit ou vous fâche? Alors, vous avez parlé de système, Elisabeth Lévy. Pour les 21 coups de canon, ce n'est pas le terme que j'emploierais. C'est la tradition, c'est le rite, c'est la continuité. Et non seulement je ne trouve rien à y redire, mais je suis très heureux que tout cela existe. Moi aussi. Hein. Non, c'est simplement sur le terme de système. Voilà. Non, mais il visait pas les coups de canon. Non. Voilà. Pardon. Peut-être. Mais peu importe. Cette précision, voilà. je tenais à la faire. J'adore ça, moi aussi. Pour ce qui est du coup de jeune, je crains, tout au long de cette émission, d'être un peu un rabat-joie. C'est vrai, je ne suis pas très convaincu par la semaine que nous venons de vivre. Elle m'a plutôt renforcé dans mes doutes et dans mon inquiétude. Nous vivons un moment d'optimisme, un moment d'euphorie, avec l'arrivée, en effet, de ce jeune homme au pouvoir qui fait penser à beaucoup de gens très bien intentionnés que tout est possible, qui éveille ici ou là, comme nous l'avons dit, de nobles ambitions. Je vais essayer d'en tenir compte. Vous sentez réellement, non là je suis un peu étonné, vous sentez réellement une euphorie au-delà des médias, hein, j'entends. Alors, en tout cas dans les médias, oui. Il est difficile de savoir ce qui se passe au-delà parmi mes proches. Pas tellement, enfin, nous pouvons être divisés et avoir des discussions, mais je vois que beaucoup de gens sont très impressionnés, précisément par la jeunesse du nouveau président, par la popularité qu'il a dans le monde, et très soulagé de sa victoire sur évidemment sur Marine Le Pen. Président pour lequel vous avez voté, en tous les cas, oui. Vous avez annoncé que vous alliez voter pour lui. J'ai voté. Voilà. Ce soulagement, je le partage, mais je ne suis pas sûr. Pour moi, et je vous l'ai dit d'ailleurs dans l'entretien que nous allons publier dans Causeur, je ne considère pas que la jeunesse en elle-même est un atout. Ceux qui pensent ainsi font du passé une sorte de poids mort. Moi, j'y vois plutôt une ressource, et je considère que l'intelligence politique, c'est la sagesse pratique. Celle-ci demande de l'expérience. Macron en manque. Je ne me réjouis pas de cette lacune. Et comme je vous l'ai dit aussi, qui d'autre que lui dit à son public « je vous aime » farouchement, Justin Bieber ou d'autres jeunes stars de la pop musique. Donc, mon souhait, c'est que Emmanuel Macron vieillisse vite.
Une micro-objection sur ce point-là. La jeunesse, c'est pas seulement du jeunisme, c'est aussi le fait qu'une génération, pour des raisons, des tas de raisons, vous avez une génération 68arde qui était forte en termes de nombre et en termes de puissance idéologique, de puissance économique aussi, et qui n'a pas ni beaucoup transmis, ni laissé beaucoup de place à aux générations suivantes. Donc il y a aussi peut-être... La preuve que non. En plus, j'aurais aimé que la génération qui vient au pouvoir aujourd'hui tire les leçons de ce que Jean-Pierre Le Goff a très justement appelé l'héritage impossible de 68. Je ne suis pas sûr qu'avec la conjonction du libéralisme économique et du libéralisme culturel, Emmanuel Macron ait précisément mené la réflexion qu'il fallait mener jusqu'au bout. Mais venons-en peut-être... Venons-en à ce qui s'est passé au mémorial de la Shoah. Donc, le dimanche où nous étions ici, c'est-à-dire il y a 2 semaines, le 30 avril, Emmanuel Macron s'est rendu au mémorial de la Shoah. Et est-ce que vous voulez que je lise moi-même les termes dans lesquels vous avez commenté cette visite? Oui, allez-y. Voilà. Et voilà dans quels termes vous avez commenté cette visite. Emmanuel Macron a décidé de dramatiser les enjeux et après une visite à Oradour-sur-Glane, il est aujourd'hui au mémorial. Et cette initiative n'a pas eu sur moi l'effet escompté. Elle m'a mis dans une colère qui a surpris et choqué mes proches. Je m'en excuse, mais c'est le fils de déporté en moi qui hurlait. On ne peut pas faire de l'extermination des Juifs un argument de campagne. Les morts et ces morts-là ne sont pas à disposition. Le devoir de mémoire dont on parle tant continue à veiller sur l'indisponibilité des morts. J'ajoute consiste à veiller. J'ajoute juste pour ne pas allonger trop le propos que vous avez également évoqué le négationnisme au sein du Front National et que vous avez ensuite remarqué, noté que ce n'étaient pas néanmoins des militants du Front National qui s'en prenaient à des Juifs. Alors maintenant, je vous laisse parler peut-être de la réponse. Alors ça a suscité des tas de réactions. Je vous laisse parler de la réponse que qu'a fait François Heilbronn. Non, alors d'abord, un mot. Maudit soit Internet et les internautes. Oui. Ce que je dis se trouve immédiatement réduit sur la toile à 3 ou 4 tweets, et à ces tweets répondent des tweets vengeurs. Je commencerai donc par une prière que je sais totalement inutile. Petites et grandes poussettes, petits et grands poussets, vous qui avez le tweet irrépressible, vous qui tweetez plus vite que votre ombre, écoutez avant de dégainer. Et je vais maintenant répondre à quelqu'un qui m'a écouté, François Heilbronn, en effet, qui est directeur, je crois, du mémorial de la Shoah. Oui, effectivement, parce que beaucoup de gens vous ont accusé vous ont dit Alain Finkielkraut vote Le Pen. Voilà. Oui, donc alors, preuve exactement de ce que je viens de dire. De ce que vous veniez de dire. Mais alors, l'un de ses arguments était de dire qu'une visite d'Emmanuel Macron était prévue depuis longtemps, elle n'avait pas pu avoir eu lieu au mois de janvier, elle a donc été programmée pour la journée de la déportation. Mais j'ai été choqué par l'usage qu'a fait Macron de sa visite au mémorial de la Shoah pour cette journée de la déportation. Car il a inscrit cette visite entre le pèlerinage à Oradour-sur-Glane et l'hommage à Brahim Bouharam, jeté dans la Seine, comme on sait, par des nervis du FN, il y a très longtemps. Oui. C'était donc une séquence mémorielle destinée à le présenter comme le rempart contre le péril brun. Je l'ai dit, je le répète, ce n'est pas ma conception du devoir de mémoire, et j'ai vécu cette visite à la fois comme une profanation et comme une mystification. On l'a vu... Vous durcissez les termes, oui, là. Hein. Mystification. J'ai dit et je redis, l'élection de Marine Le Pen à la présidence de la République aurait été une véritable catastrophe. Le débat l'a démontré, ce débat de l'entre-deux tours. Mais elle n'a pas, lors de ce débat, Marine Le Pen, révélé son vrai visage. Pétainiste, pas du tout. Elle a, avec cette volonté carnassière et souriante de casser les codes, elle a donné une forme trumpiste à un discours ultra-mélenchonien contre la France soumise qui était censée représenter Macron. Ce fut pour soumise aux puissances de l'argent, surtout, essentiellement. Pas soumise au sens de Bensoussan. Mais soumise soumise à l'oligarchie. Oui. Terme aussi
qu'elle a repris à Mélenchon. Et d'ailleurs, ce fut tout pour elle un désastre. Elle a fait honte, même à certains de ses électeurs. Une chose est sûre, elle a tout perdu, fort heureusement, mais aussi, on a bien vu là qu'Hitler avec elle n'était pas aux portes du pouvoir. Et que ce n'est pas un parti hitlérien qui risquait, si vous voulez, de diriger la France, si par le malheur, elle devait être élue. Donc trumpiste, pas pétainiste. Exactement. Ça me paraît. Bravo, bravo, cher Alain, pour ce sens de la formule, qui, je vous l'ai déjà dit, ferait de vous un formidable Twitter. Oui, je devrais essayer. Et je rappelle que dans les jours qui ont précédé cette séquence mémorielle, Emmanuel Macron s'était rendu à Sarcelles pour vanter, pour célébrer, tout sourire, extatique même, le bonheur du vivre ensemble dans la diversité. Sarcelles est une commune traumatisée par une violence anti-juive qui ne doit rien au Front National. Si on ne peut enseigner la Shoah dans des lycées de plus en plus nombreux de France, ce n'est pas du fait des jeunes du Front National. Si, comme l'a montré un article récent de l'Express, de Anne Rosenscher, 60 000 des 350 000 juifs de France ont été obligés de déménager en l'espace de 10 ans, et ils ont pour la plupart quitté la Seine-Saint-Denis pour le 12e arrondissement de Paris, ou des communes plus accueillantes comme Saint-Mandé, Vincennes ou Neuilly. Ce n'est pas parce que en Seine-Saint-Denis, le Front National est très implanté. Il y a là un antisémitisme dont Emmanuel Macron n'a jamais parlé, et il n'a fait qu'envoyer des signaux positifs à ces banlieues rongées par la haine. Je crois, pour être juste, il me semble bien même que c'est votre amie Ilana Sicurel qui a, je crois, diffusé d'une façon ou d'une autre cette information. Je crois bien qu'il a fait des déclarations sur l'antisémitisme. Simplement, il n'en a pas fait un axe de sa campagne. Et à Sarcelles, il n'en a pas parlé. Et ce matin, il faut le dire aussi, qu'il a, dans son discours, bien sûr, évoqué la laïcité. Oui, alors justement, il a évoqué la laïcité simplement. Quand je dis des signaux positifs, il y a un moment très important de l'émission politique, si vous voulez, avec Emmanuel Macron, où il était opposé à Barbara Lefebvre, cette professeure qui a participé aux 2 livres publiés sous la direction de Georges Bensoussan, Les territoires perdus de la République et La France soumise. Elle a été d'ailleurs traînée dans la boue sur les réseaux sociaux parce que, dit-on, c'était une filloniste alors qu'elle avait simplement participé à des réunions organisées par les fillonistes sur le handicap. Ça a suffi à la discréditer. Mais pourquoi voulait-on la discréditer? Pourquoi? Parce que elle a repris Macron sur la question, cette fameuse question du crime contre l'humanité que la France aurait commis en Algérie, et elle lui a dit: vous parlez comme les indigènes de la République de refoulée coloniale. Il n'y a pas de refoulée coloniale, on enseigne la colonisation depuis longtemps et de manière critique. C'était un moment absolument capital, parce que là, on voyait vraiment que le souhait d'Emmanuel Macron n'était pas de reconquérir ces territoires perdus, mais bien plutôt de les séduire, et j'expliquerai pourquoi. Et en plus, il y a eu comme une sorte de suite à ce petit affrontement dans l'extraordinaire reportage, en effet, présenté par TF1 le lendemain de l'élection, 5 mois de campagne. Il avait toute son équipe et lui avaient un micro tout le temps, et il y a eu une réunion de crise. Parce que, disons, après... Au moment de la polémique, crime contre l'humanité. Voilà. Et alors, j'ai appris... Après des propos donc en Algérie et qui n'avaient rien à voir avec les Juifs. Et donc, à ce moment-là, le staff, la petite start-up de Macron qui s'apprêtait à absorber l'énorme start-up France, eh bien, les membres de cette start-up disaient: on est Titi, trending topic on Twitter.
je trouve l'application des macroniens, si vous voulez, à valider le diagnostic de Régis Debray sur l'américanisation de la France absolument fascinante. Et ne soyez pas modeste de valider votre propre diagnostic sur le progressisme macronien. Oui, mais moi, je parlais pas d'américanisation comme lui. Et là, il y avait les helpers, les coworkers. Maintenant, il y a les titis. Et j'ai appris aussi que les génies de la société civile qui ont été sélectionnés par Emmanuel Macron pour figurer sur les listes électorales, j'ai entendu l'une des heureux élus dire que c'est vrai que ça va être un vrai challenge. Je la cite. Elle a dit c'est vrai. C'est vrai que ça va être un vrai challenge. Et donc, elles vont subir très vite, ces recrues, des séances de coaching et de média training. Donc, je me demande s'il ne faudrait pas revenir sur l'ordonnance de Villers-Cotterêts et faire du globish définitivement la langue du royaume. Toujours est-il que... Oui, vous êtes vénère. Hein. À ce moment-là, voilà. À ce moment-là, Emmanuel Macron a dit... Pour résumer la situation, les névroses françaises, ça dit énormément sur ce qu'est la société, les gens sont à cran. Je voudrais faire remarquer, si vous voulez, la lucidité, la profondeur, la pertinence et la subtilité de l'analyse. Laurent Saïm, à ce moment-là, a dit que le problème, c'est que il y avait comme une sorte de monopole dans la communauté juive et que elle a dit les juifs veulent le copyright. Non, c'est pas lui elle qui l'a dit. C'est Niben Diaye qui est responsable presse, qui est arrivé d'ailleurs tout à l'heure à la cérémonie de passation des pouvoirs avec des baskets, ce qui a enthousiasmé le parti des médias, et c'est elle qui a utilisé le mot copyright. Alors là, je voudrais citer un texte publié par Benjamin Oliven sur sa page Facebook. Outre l'image très noble que ces gens ont des juifs, ce n'était absolument pas le problème que posait cette déclaration. Ce qui était reproché à Macron, à tort ou à raison, c'était d'avoir incriminé le pays dont il réclamait la présidence et d'en avoir rajouté une louche dans le démolissage de la France. Surtout à une époque où il est permis de penser que ce genre de démolissage pousse certains enfants qui se sentent tributaires de la mémoire algérienne à en vouloir à la France. Gilles Kepel rappelle même que les attentats de Mohamed Merah ont eu lieu, consciemment ou non, le jour du cinquantenaire des accords d'Évian. Il est inquiétant, continue Benjamin Oliven, de penser que l'entourage de Macron voit la France comme une addition de communautés à qui il faudrait faire des bisous tout en équilibrant les vexations que créent ces bisous chez les autres. Un petit peu pour les musulmans, un petit peu pour les juifs, un petit peu pour celles, un petit peu pour ceux. Et non comme une république et comme une nation. Et il devrait écrire à causeur, Benjamin Oliven. Voilà. Eh bien, en tout cas, tout cela, bravo. Tout ce que j'ai entendu ces derniers jours me rappelle une petite algarade que nous avons eue, Elisabeth Lévy, pour un des récents numéros de Causeur, quand j'ai appris que vous avez choisi comme titre et photo et de couverture « Au secours, Hollande revient ». Je vous signale que vous m'avez déjà engueulé ici même pour ce titre. Je vous engueule pas. Simplement, cette algarade était assez vise parce que vous êtes la championne du monde du grimpage de rideau. Mais en même temps... Dis le grand maître du zen. Mais à ce moment-là, oui, moi, parce que je me disais, il se passe autre chose. J'avais un titre en tête, un titre en tête qui était impossible, bien sûr, comme titre, parce que c'est pas ça qui fait vendre un journal, mais c'était pas Hollande qui revient, c'était Terra Nova qui déboule. Et parce que j'ai relu la célèbre note de Terra Nova de 2011, si vous voulez, celle qui prenait une nouvelle coalition arc-en-ciel réunissant des électeurs aux valeurs progressistes. Ça qui se relève. C'est le néoprogressisme pointait son museau. Jeunes, femmes, minorités et quartiers populaires. Contre un électorat qui défend le présent et le passé, et qui les défendent contre le changement et qui considèrent que la France est de moins en moins la France et si vous voulez péché prolos qui votent FN et les bourgeois et péché capital qui considèrent que c'était mieux avant. Donc cet électorat en effet était accusé du côté de basculer du côté du Front National. Donc il me semble, si vous voulez, que
la stratégie d'Emmanuel Macron, c'est, comme je l'ai dit, non pas de reconquérir les territoires perdus, mais de les séduire, de les caresser dans le sens du poil, non pas de les intégrer dans la France d'avant, mais les intégrer dans la grande coalition de la France d'après. Et c'est là, si vous voulez, qu'est intervenu un autre événement. Et pour moi, et je le dis d'un ton solennel, particulièrement grave et scandaleux, alors je le dis en deux temps, d'abord l'humiliation subie par Manuel Valls, qui demande, l'ancien Premier ministre, l'investiture d'En Marche, et il y a Benjamin Griveaux qui dit il a qu'à faire la queue comme tout le monde. On voit la bienveillance macronienne à l'œuvre. En matière politique, l'amour et la bienveillance sont des attrape-couillons. Et après, on consent à ne pas présenter de candidat contre lui, mais le vrai scandale n'est pas là, Elisabeth Lévy. Le vrai scandale, c'est que Malek Bouti, qui demandait la même chose, non seulement n'a pas reçu l'investiture, mais il a face à lui, dans l'Essonne, un candidat En Marche. Bon alors, juste deux choses. La première, c'est qu'il y avait beaucoup de terra nova chez Hollande, dans la personne, par exemple, de Madame Najat Vallaud-Belkacem. Donc, mais vous aviez raison, ce titre ne disait certainement pas la nouveauté qu'il y a dans le phénomène. Et pour ce qui est de la gauche républicaine, pardonnez-moi, vous avez certainement raison, mais d'un autre côté, ils n'ont pas beaucoup défendu leur position laïque. Ils sont allés, et vous l'aviez remarqué ici même, ils sont allés chez Macron, si vous voulez, sans même faire valoir cette spécificité. Donc, c'est vrai, mais voilà. Pas Malek Bouti. Vos propos, hein. Pas Malek Bouti. Oui, enfin, c'est un groupe. Malek Bouti, c'est l'alternative vivante aux indigènes de la République, au CCIF, à Ouria Boutelja, à Marouane Mohamed. Il donne un visage à l'intégration et à ce que peut être une république, une indivisible et hospitalière. Et que je vous ai dit dans notre entretien, avant d'apprendre cette nouvelle terrible, ce scandale aux proportions incalculables, qu'avec l'élection d'Emmanuel Macron, le désastre nous a sauvés de la catastrophe. Eh bien, je suis obligé de confirmer, et j'ai peur qu'au bout du banc, si j'ose dire, et avec la politique migratoire qui sera celle d'Emmanuel Macron, les Juifs soient les dindons de la farce antifasciste qui se joue sous nos yeux. Et un mot encore, Richard Ferrand et Jean-Paul Delevoye, qui s'occupent de tout ça, a donc refusé l'investiture à Malek Bouti, mais cette équipe a voulu investir Mourad Boudjelal, le président du club de rugby de Toulon, l'un des artisans les plus efficaces de la mainmise du sport business sur le rugby. Il a refusé, mais cela montre encore cela traduit l'exhortation de Macron aux jeunes de banlieue sur le Bondi Globe: devenez milliardaires, ayez le goût d'être milliardaire. Voilà ce qu'on dit à cette jeunesse ravagée, comme le montre si bien Malek Bouti, par les démons de la francophobie et de l'antisémitisme. Alors, juste un mot. D'abord, je renvoie les auditeurs à l'excellente réplique d'hier, parce que comme cette émission va être frustrante, vous y avez dit beaucoup de choses, et notamment sur la gauche, je les renvoie à cela. Un mot sur Richard Ferrand, peut-être. Non, Richard Ferrand... On laisse tomber. On laisse tomber. Alors, quand même un mot sur le sens peut-être général. On peut arrêter sur les Juifs, sur cette... Non, on arrête absolument sur les Juifs. Voilà. Je dis... Après tout, je me suis rendu compte que cette émission était surveillée par des gens qui ne font pas partie du public régulier de RCJ. Ne dites pas surveillez, ne chassez pas les auditeurs. Non, surveillez-nous, écoutez-nous, mais enfin ça va pas. Écoutez à tous les sens du terme. Et donc peut-être que ce que je dis aujourd'hui, va tomber dans les oreilles d'un des membres de l'équipe d'Emmanuel Macron. Alors je dis, tout n'est pas joué. Je leur demande solennellement de retirer l'investiture au candidat qu'ils présentent contre contre Malek Bouti. Cela voudra dire qu'effectivement, dans le progressisme de Macron, il y a place
pour les partisans de la laïcité républicaine. Sinon, il faudra en faire son deuil de cela et en tirer toutes les conséquences. Je m'efforcerai de transmettre cet appel à Alain Finkielkraut et nous verrons comment ils réagissent tout de même. Alors bon, je vois avec désespoir qu'il nous reste très peu de temps. Malgré tout, dans ce qui est en train de se passer, si vous voulez, dans la recomposition qui est en train d'avoir lieu, il y a peut-être d'abord un élément de clarification, je crois que nous en avons déjà parlé, et dans le fond, est-ce qu'il faut se désoler de la fin du clivage droite-gauche ? Même si celui qui le remplace n'est pas celui qui vous convient pour l'instant, faute de force conservatrice, à mon avis, mais est-ce que ça vous désole qu'un clivage qui n'avait plus de sens disparaisse ? Non, ce qui me désole, c'est de voir ce qui le remplace. Et en effet, cette opposition des progressistes et des conservateurs, j'ai longtemps été progressiste moi-même. J'étais à la fois pour l'émancipation, pour l'égalité, contre l'ordre établi et contre les privilèges. Et puis j'ai vu ce qui arrivait à l'école, j'ai vu ce qui arrivait à la langue, j'ai vu ce qui arrivait au paysage. Et à ce moment-là, m'est apparue dans toute sa force la vérité de cette phrase si célèbre de Camus dans son discours au Nobel, selon laquelle notre tâche n'est plus de refaire le monde, mais d'empêcher qu'il ne se défasse. Et d'ailleurs, je l'ai dit à Emmanuel Macron, le jour où je l'ai rencontré. Je lui ai dit, écoutez, votre opposition progressiste et conservateur, elle ne tient pas, parce que le conservatisme, c'était l'immobilisme, le progressisme, c'était l'action et le changement, mais si nous sommes pris dans des processus, si ces processus constituent l'ordre des choses, alors il ne faut pas s'abandonner à cet ordre des choses, il faut savoir rompre avec ce destin et alors à ce moment-là réhabiliter le conservatisme dans ce sens. Il m'a dit que ce que je venais de formuler était très intéressant, passionnant, qu'il allait réfléchir et j'ai pensé à cette phrase de mon père qui, lorsque je disais quelque chose qui l'embêtait ou dont il n'avait rien à faire, me répondait en polonais « Mów do mnie, mów do lampy ». Parle-moi, parle à la lampe. C'était le cause toujours en vigueur au 47 rue Lucien Sampey. Eh ben, il m'a répondu cause toujours et je dirais, Elisabeth Lévy, que l'inquiétude dont je me fais ici l'écho, que l'on peut, si l'on veut, traduire par le terme de conservatisme, n'est pas présente dans les clivages politiques actuels. Bien sûr, puisque entre populistes d'un côté, en quelque sorte, et les progressistes... Et j'ai même peur, si vous voulez, que la droite et la gauche, enfin, le nouveau clivage, ça va être progressiste contre progressiste, progressistes plus ou moins libéraux, progressistes plus ou moins redistributifs, et face à eux, un populisme haineux sur lequel ils ne font pas compter. Et l'une des raisons pour lesquelles je suis heureux aussi d'avoir voté Macron, c'est que je ne voulais pas que mon abstention se mêle à celle d'une France insoumise qui était la perpétuation de la gauche nuit debout dans ce qu'elle avait de pire, c'est-à-dire on lave la tâche de l'esprit du 11 janvier sur la place de la République, on n'est pas unis comme nation contre l'ennemi, la seule guerre qui vaille, c'est la guerre de classe, et au lieu de dire je suis la police, eh bien on dit je déteste la police, et on transforme les policiers en torches vivantes. Oui, ayons une pensée d'ailleurs pour ce policier dont la presse n'a pas tant parlé que ça. Allez, juste pendant que vous me parliez, Alain Finkielkraut, la pluie s'est abattue apparemment sur l'Élysée et sur l'Arc de Triomphe. Je ne sais pas si comme un mariage, ça veut dire qu'un couronnement est heureux quand il est pluvieux. Je voulais quand même vous soumettre, si on m'autorise une petite minute, on ne me regarde pas de l'autre côté. Alors j'en profite. Une phrase de Tony Blair qui lui aussi se réjouit de l'élection d'Emmanuel Macron tout en rappelant qu'il faut répondre aux critiques des populistes. Voilà ce qu'il écrit. Il faut un État actif qui accompagne les mutations économiques, mais, et c'est là que ça devient intéressant, il faut aussi affirmer clairement qu'on ne peut pas arrêter le changement et que ceux qui disent le contraire mentent. Et alors, par changement, il entend bien sûr l'avancée libérale et européenne et libre-échangiste des choses. Est-ce qu'il faut en conclure qu'il n'y a pas d'alternative ? Mais c'est extraordinaire, si vous voulez. On ne peut pas arrêter le changement. Cela veut dire que le changement n'est pas le mode d'intervention des hommes dans l'histoire. Le changement, c'est le destin. Donc voilà, être progressiste, ce n'est pas, si vous voulez, s'élever contre le destin,
c'est l'accompagner, s'y résigner. C'est un renversement de perspective absolument extraordinaire, et cela me rappelle une phrase, je crois, de René de Obaldia: arrêtez le monde, je veux descendre. Oh, voilà une excellente conclusion, cher